Le débrief éco en partenariat, comme tous les dimanches, avec le Cercle des économistes. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Alors, dans la deuxième partie, tout à l'heure, on va parler du budget 2018 de la France qui fait polémique. Mm. Un budget pour les riches, disent certains, ou tout simplement un budget de croissance, on verra ça. D'abord, la Catalogne, qui divise la population espagnole. Des centaines de milliers de personnes, 350 000 selon les derniers chiffres, des anti-indépendantistes, ont manifesté dans les rues de Barcelone aujourd'hui. Ça, c'est une situation qui inquiète les milieux économiques. Oui, parce que la péninsule vit en réalité une crise politique sans précédent depuis maintenant 40 ans. Alors face à l'impasse entre Madrid et les dirigeants séparatistes de Catalogne, l'inquiétude grandit dans les milieux économiques espagnols et européens. Madrid propose des avantages fiscaux aux entreprises de Catalogne qui veulent quitter la région. Plusieurs banques ont déjà pris la poudre d'escampette. La Banque centrale européenne affirme suivre la situation de très près, car une déclaration unilatérale d'indépendance pourrait donc être prononcée dès mardi dans la semaine qui sera décisive. Alors, quelles conséquences économiques pour l'Espagne et vous le disiez, Catherine, pour le reste de l'Europe? Est-ce un précédent avant le Brexit? On va voir tout cela en détail. Et on va en débattre avec Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Bonsoir. Président du Cercle des économistes. Avec vous, Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Bonsoir. De l'Institut de l'entreprise. Et pour lancer le débat, justement, Emmanuel, on va écouter Hubert Pérez, qui est professeur de sciences politiques à Montpellier, spécialiste de l'Espagne, et il explique pourquoi l'indépendance de la Catalogne entraînerait un réveil difficile sur le plan économique. Il y a beaucoup de gens en Catalogne qui ne sont pas pour l'indépendance, mais qui sont extrêmement attachés à l'autonomie. Ce qui s'est passé le 1er octobre, en particulier les images de violence, il y a beaucoup d'acteurs qui sont retombés sur terre. Des milieux économiques qui ne s'inquiétaient pas trop parce qu'ils ne croyaient pas trop à l'indépendance se sont mis à penser que ça pouvait être effectivement un scénario, et donc les entreprises commencent à fuir. Et d'autre part, comme la croissance économique espagnole est fragile dans son ensemble et que la Catalogne est un élément très important de l'économie espagnole, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'Espagne. Et Jean-Marc Daniel, c'est un cas unique jusque-là, la Catalogne? Oui, c'est un cas assez unique parce que s'il partait, il y a des choses qui n'ont pas été envisagées ni réellement planifiées, comme la monnaie, qui serait la monnaie nouvelle de la Catalogne. Quand on regarde les scissions qui ont eu lieu, la dernière qui s'est passée de façon assez apaisée, c'était celle de la Tchécoslovaquie. Les deux partenaires étaient assez d'accord sur ce que la Slovaquie récupérerait comme dette de l'ancienne Tchécoslovaquie par rapport à la République tchèque, qui était un peu la continuation de la vieille Tchécoslovaquie, et le statut qu'aurait la monnaie, la couronne slovaque, par rapport à la couronne tchèque. Alors que là, on est dans une situation où on ne saurait pas quelle est la monnaie de la Catalogne, on ne saurait pas quelle est la part de la dette publique que récupérerait la Catalogne, on ne saurait pas quels sont les types de lois qui s'appliqueraient en Catalogne par rapport à ce qui s'est passé en Espagne. Enfin, ce n'est pas la première volonté séparatiste en Europe. Il y en a, non, il y en a je plein. pense que, juste pour dire, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que les gens qui veulent s'en aller maintenant, je parlais de la Tchécoslovaquie, ceux qui voulaient partir, c'était la Slovaquie, qui était les plus pauvres du pays. Ceux qui veulent partir maintenant, que ce soit les Flamands en Belgique, que ce soit les Lombards et les Vénitiens, qui ont demandé un référendum qui aura lieu dans 15 jours, le 22 octobre, que ce soit les Catalans, ce sont des gens qui sont excédés par la pression fiscale que représente l'État-nation. L'État-nation a été un fédérateur et maintenant c'est devenu un spoliateur, et donc un certain nombre de gens veulent s'en aller. Et donc certaines régions ne veulent pas payer, enfin certaines régions riches ne veulent pas Ne payer veulent pour les plus régions payer pauvres. en disant surtout que la façon dont est organisée la fiscalité, payer pour les pauvres, oui, mais pas comme ça, et donc c'est une spoliation. Ils se révoltent contre la spoliation. Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes d'accord avec ça? On est en Non, période bien, de paix, en fait, non, en bien Europe sûr que non, aujourd'hui. on ne peut pas résumer l'histoire des peuples, quels qu'ils soient, à une affaire de fiscalité. Je suis évidemment, ça existe. Petit 1, moi je suis très mal à l'aise parce que je ne crois absolument pas qu'il y aura d'indépendance catalane. Je ne crois pas qu'on fait une indépendance contre 50% des gens. Si Jean-Marc avait raison, à ce moment-là, ça devrait être 100% des gens qui se dressent contre un État spoliateur, comme il l'a indiqué. Il se trouve qu'il est vraisemblable que les indépendantistes sont importants, mais sont en légère minorité. Donc tout ça ne fonctionne pas. Cela étant dit, l'argument des indépendantistes sur le plan économique, c'est de dire on paye plus qu'on reçoit. C'est le fameux truc de Madame Thatcher, give me my money back. Et donc, quand on regarde bien les chiffres, tout ça est une plaisanterie. Il s'agit de quelques milliards d'euros qui sont de la différence entre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent. C'est pas non plus l'Eldorado absolu. C'est pas non plus. Il y a des régions plus pauvres en Mais Espagne. Ça prouve un malaise profond des États-nations aujourd'hui, quand même. Enfin, Jean-Marc Daniel le disait tout à l'heure. Peut-être, mais pas sur l'exemple de la Catalogne. L'exemple de la Catalogne, c'est une histoire. Non, quand on regarde très bien le discours
qui ressort, et celui qui est sorti après les violences policières, c'est l'idée que ça a été une région traumatisée par le franquisme. Donc c'est une affaire politique, c'est pas une affaire économique. Bien entendu, les Flamands, c'est l'humiliation qu'ils ont reçue, on va reprendre ça très rapidement, les humiliations qu'ils ont reçues depuis tout au long du 19e siècle. Quant à la Vénétie et la Lombardie, je ne suis pas sûr que le résultat soit très net. Donc ça n'ira pas jusqu'au bout, ce processus. Tout ça, il faut le prendre au sérieux. Avec la Catalogne. Exactement ce que c'est. Je pense que si effectivement il y a un certain nombre de gens qui sont réticents, et Jean-Hervé vient de le dire, tout le monde n'est pas favorable à cette indépendance, c'est parce qu'il y a quand même une part saut dans l'inconnu. Et donc il y a des gens que ça effraie, mais sur le plan des principes et sur le plan de l'idée fondamentale de la lutte contre la spoliation, je pense que la population catalane est assez majoritaire sur cet aspect-là. Et on va le voir encore une fois. En Vénétie, il y a un discours historique. La Vénétie, c'était la grande République de Venise. La Catalogne, c'est Barcelone. C'est des gens qui ont apporté beaucoup à la culture européenne. Le référendum, donc, du 22 octobre prochain, sera pour vous révélateur d'une nouvelle crise éventuelle. Une nouvelle crise éventuelle. Et je maintiens que tous ces gens-là utilisent l'aspect culturel, l'aspect historique, pour donner un côté un peu plus sympathique à une réalité qui est plus profonde. Ils en ont assez de payer les impôts de l'État-nation. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas quitter l'Europe, quand même. Peut-être juste pour nuancer le propos de mon Jean-Hervé Lorenzi. Voilà, pour le nuancer. Si c'était aussi simple que cela, ça se saurait depuis longtemps. Parce que, par exemple, la France serait déjà éclatée, puisque, comme vous savez, quand on prend les échanges entre les différentes régions françaises et celles qui gagnent et celles qui perdent, il y en a en gros 3 qui fournissent le reste pour tout le reste. Donc, à ce moment-là, ça aurait déjà éclaté. Donc, l'histoire des peuples est un peu plus compliquée qu'une simple problème de fiscalité. Moyennant quoi, là où Jean-Marc a raison, car il lui arrive d'avoir raison, c'est qu'évidemment, ça se terminera par une négociation fiscale. Évidemment que ça se terminera par une indépendance. Ils vont négocier avec Madrid. On va habiller ça d'une fédération à la Suisse, et on va renégocier sur les transferts entre la Catalogne, et on va s'apercevoir que ça n'est pas aussi important que cela, que la Catalogne n'est quand même pas le fournisseur de l'ensemble du financement de l'Espagne. Je rajoute que la Catalogne a redémarré grâce aux Jeux Olympiques et à l'exposition universelle. Il n'aurait jamais eu s'il n'avait pas été espagnol. Ils vont négocier, c'est bien pour ça d'ailleurs que l'Europe n'intervient pas, pour l'instant en tout cas. Oui, pour l'instant, l'Europe, elle n'intervient pas, d'autant plus qu'on est dans un cas qui est un cas beaucoup plus douloureux et compliqué que pour le Brexit. C'était encore une fois, la Catalogne, elle est membre de la zone euro. Ce serait donc une sortie de la zone euro. Et donc, c'est une affaire qui serait beaucoup plus difficile à mener. Donc, l'Europe attend. Elle a plutôt intérêt à ne pas se mêler d'une affaire qui est déjà par nature très complexe. Juste peut-être un dernier mot. Si le Brexit, c'est exactement l'inverse. Le Brexit n'a rien à voir avec des problèmes de fiscalité. Ça a à voir avec l'histoire d'une réticence d'un peuple à se mettre dans un moule qui est un moule européen. Donc l'histoire des peuples... Non, mais ils ne veulent pas payer, les Anglais non plus. Hein. C'est I want my money back, les Anglais. Hein. On va y revenir. Ne vous tracassez pas. À mon avis, dans les prochaines semaines, on reparlera des velléités indépendantistes des Catalans et des autres. On marque une pause. Ça va? T'as l'air épuisé. Ah, je dors plus depuis des mois. T'as rencontré quelqu'un? Non, j'ai été cambriolée. Ah, pardon. Un cambriolage ne dure pas plus de 8 minutes. Ses conséquences, si. Protégez votre foyer et vos proches avec le système d'alarme Vérissure qui détecte les cambriolages avant qu'ils ne se produisent. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur vérissure.fr. 19h20 à la suite du Débrief Éco. Dans une minute, le rappel de l'info. D'abord, Marc Potvin. Ça suffit, retrouvons la sagesse, le mot d'ordre de la manifestation qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes à Barcelone aujourd'hui. Les opposants à l'indépendance de la Catalogne ont défilé une semaine après le référendum. La plupart avaient à la main des drapeaux catalans et espagnols. L'hommage à Che Guevara se transforme en tribune politique. À Cuba, le pays commémore aujourd'hui les 50 ans de la mort du guérillero argentin. Dans un discours, le successeur probable de l'actuel dirigeant cubain a dénoncé l'impérialisme américain. Marylis Bibéran en tête d'une manifestation contre les pesticides aujourd'hui à l'Istrac-Médoc en Gironde. Cette femme a perdu son frère, un ouvrier viticole en contact avec les pesticides. Il a succombé à un cancer très rare. La Cour d'appel de Bordeaux a refusé de faire le lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Marylis Bibéran annonce qu'elle se pourvoit en cassation. Un membre du gouvernement demande le retrait d'une affiche de la Manif pour tous. Elle met sur le
même plan des bébés nés par PMA et des légumes OGM. C'est offensant, dit Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. La Manif pour tous évoque un faux procès. Et puis en tennis, un dimanche inoubliable pour Caroline Garcia. La Française a remporté le tournoi de Pékin. C'est le titre le plus prestigieux de sa carrière. Caroline Garcia en profite pour faire son entrée dans le top 10 mondial. France Info. Le débrief éco, deuxième partie avec Emmanuel Cuny, Jean-Hervé Lorenzi du Cercle des économistes et Jean-Marc Daniel de l'Institut de l'entreprise. Parlons des sous maintenant, Emmanuel, du budget de la France. Le gouvernement a présenté son projet pour 2018 qui est nourri de coupes budgétaires et de baisse d'impôts. Oui, accent mis sur les entreprises, baisse de charges, disparition de l'ISF, enfin ça c'est à voir, au profit d'un autre système, retraité d'un don de la farce CSG, flat tax de 30% sur les revenus de l'épargne, dont l'assurance vie, les plans d'épargne logement, etc. En fait, des choix assumés malgré les polémiques. Alors l'objectif, c'est de remettre la France dans les clous européens afin de renforcer sa crédibilité. Le PLF, le projet de loi de finances 2018, est-il le budget des promesses tenues, comme l'affirme le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin? En clair, question toute simple, Emmanuel Macron vient-il de relancer la lutte des classes? Je ne sais pas s'il a relancé la lutte des classes, mais pour relancer la France, c'est vrai que le gouvernement mise sur le retour du capital. On va écouter le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Nous faisons avec le président de la République et le Premier ministre un choix différent, qui est d'alléger la fiscalité sur le capital pour que nos entreprises puissent investir, innover, créer des emplois. Ensuite, nous maintenons un impôt sur la fortune immobilière. Je suis également ouvert, je l'ai dit, à la possibilité de renforcer certaines taxes qui existent sur les navires, qu'ils soient à voile ou à moteur. Tout ce qui permettra d'aller dans le sens de la justice et de l'efficacité, parce que l'enjeu, au bout du compte, reste toujours le même. L'emploi et le travail des Français. Jean-Hervé Lorenzi, c'est un budget qui est en rupture avec les précédents ou pas du tout? Oui, bien sûr. Il est en rupture parce qu'il a une stratégie économique qui est très simple. En réalité, la France a péché par son absence d'investissement, d'utilisation donc des ressources d'épargne pour investir dans le système productif. On a perdu énormément de notre force industrielle et donc il faut essayer de corriger cet aspect. D'où l'idée qu'il faut faire revenir de l'argent, c'est l'affaire de l'ISF, ou plus exactement empêcher un certain nombre de jeunes d'entrepreneurs qui ont réussi de partir. Deuxième aspect, essayer de rendre la fiscalité plus incitative. Et donc sur ce plan-là, il y a une logique, ça n'a rien à voir avec la lutte des classes, ça a à voir avec une stratégie économique. On est d'accord ou pas d'accord, mais c'est celle-là qui s'impose. Jean-Marc Daniel, budget de rupture ou pas par rapport au précédent? Pas budget vraiment de rupture. Là où je suis d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi, c'est qu'il était temps de mettre un terme à l'ISF et d'alléger considérablement la fiscalité du capital. Jean-Hervé Lorenzi dit budget de rupture. Oui, non, mais il n'y a pas de rupture dans la mesure où il fallait aller plus loin. C'est-à-dire il fallait mettre en regard des baisses d'impôts, des baisses de dépenses. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où la conjoncture économique s'améliore et où le déficit budgétaire augmente. On est quand même un des rares pays qui est dans une situation, quand la situation économique s'améliore, on réussit à encore creuser notre déficit budgétaire, puisqu'on a un déficit qui va atteindre 83 milliards d'euros. Et on devra faire moins d'économies que prévu. Et donc on va passer à 16 milliards d'euros d'économies, alors que la croissance est là. Mais... Et pourquoi on n'arrive pas à faire des économies? Parce qu'on va supprimer 1600 emplois dans la fonction publique sur un objectif du quinquennat qui est de 120 000. Donc il va falloir sprinter à la fin du quinquennat, où il va falloir accepter cette idée que par lâcheté, nos dirigeants sont absolument incapables de demander à la fonction publique les gains de productivité qu'on demande sans cesse au secteur privé. Quand on dit capital, on dit travail derrière. C'est une notion vraiment capitale, j'allais dire, d'évoquer ce sujet dans le budget, c'est-à-dire laisser libre cours au capital, même si c'est dans l'opinion très mauvais finalement. Oui, bien sûr. Je pas taxer le capital. Juste peut-être un mot sur ce que vient de dire Jean-Marc. Cette idée que le déficit a augmenté, en réalité, en pourcentage du PIB, il diminue, le déficit, de manière très significative, puisqu'il sera en dessous grâce d'ailleurs à la croissance. Et en réalité, laissons tomber notre discours d'autoflagellation sur le fait qu'on est trop dépensier, etc. Concentrons-nous sur l'idée qu'il faut retrouver un rythme de croissance, arriver à réinvestir dans notre pays, c'est ça qui compte. Maintenant, vous qui êtes un ancien fonctionnaire et moi aussi, ou toujours fonctionnaire, vous savez à quel point c'est difficile de supprimer les emplois dans la fonction publique, tout simplement parce qu'il y a un statut. Donc c'est pas si facile que ça. Peut-être que le chiffre de 120 000 était excessif, peut-être ne fallait-il pas le dire, mais on ne met pas à la porte du
jour au lendemain des fonctionnaires. On ne remplace pas des gens qui partent à la retraite et il se trouve que cette année, pas de chance, ils n'en parlent pas tellement. Voilà. Jean-Marc Non, Daniel. mais justement, cette histoire de 120 000 avait été articulée pour s'opposer à un autre candidat qui annonçait qu'il allait en supprimer, lui, 500 000. Et donc, les 120 000 étaient présentés comme issus d'une réflexion, qui était une réflexion nourrie, réfléchie, bien organisée. Et donc, les 120 000, ce n'était pas un chiffre qui était jeté en l'air. La deuxième remarque que je ferais, c'est que quand on voit les discours qu'on vient d'entendre, en particulier sur les bateaux, il y a une incapacité de l'équipe actuelle à assumer ces choix, qui sont des choix qui consistent à dire l'enjeu, c'est pas l'opposition entre les riches et les pauvres. L'enjeu, c'est l'opposition entre la partie dynamique, la partie productive, la partie impliquée dans la croissance de la population et celle qui est un peu à la traîne. Dans son livre, Emmanuel Macron disait « Je voulais passer d'une logique dans laquelle il y a des dépenses qui sont essentiellement palliatives à une logique où les dépenses seront productives. » Or, rien n'est fait sur la dépense. Encore une fois, on dit on va rendre de l'argent au secteur privé, mais sur la dépense, rien n'est réfléchi, rien n'est fait pour supprimer cette logique de la dépense palliative. Donc ce n'est pas le budget des promesses tenues, en fait. Si, bien sûr que si. Simplement, je rappelle qu'il a été élu il y a 4 mois, que c'est son premier budget, que personne ne juge les gens uniquement sur une opération. Il met une hiérarchie dans les objectifs. L'objectif, c'est de relancer la croissance. Heureusement, on frôle le rythme de 2% de croissance. C'est ce qui permet évidemment de faire des réformes. C'est comme ça que les choses se font. On ne les fait pas dans la tension. Et de réduire un petit peu les économies. Et après, nous suivrons tous Jean-Marc dans son long chemin de la pénitence où il faut absolument réduire les dépenses parce que ça fait partie de l'autoflagellation. D'un mot. Oui, mais c'est toujours, c'est pas demain on rase gratis, c'est demain on fera un effort. Mais le vrai marqueur, d'un mot, le vrai marqueur de ce budget 2018, c'est quoi, Jean-Marc Daniel? Non, mais juste très vite. Un vrai marqueur pour moi, c'est la suppression de l'ISF. Bonne nouvelle. Erreur, 1600 emplois supprimés. Jean-Hervé Lorenzi. Moi, le principal marqueur positif, c'est la flat tax. C'est très important. C'est-à-dire les 30% sur l'épargne. Et j'aurais peut-être mis quelque chose d'un peu plus significatif sur l'idée que les gens épargnent pour du plus long terme. Et ça, c'est du second ordre. Merci à vous trois. Jean-Marc Daniel de l'Institut de l'entreprise, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Emmanuel Cuny, bonne soirée. Et à dimanche prochain. Très bonne semaine à vous.